Quel est ton film référence, ton film coup de cœur, celui qui a déclenché ta passion pour le cinéma? Alors, il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit et qui me vient à l'esprit depuis de nombreuses années, c'est Au nom de la rose de Jean-Jacques Hano, qui voilà plutôt date des années 80. C'est un film du coup d'enfance sans doute, mais que j'ai revu de nombreuses fois après. Pour plein de raisons, les acteurs sans doute, il y a quand même Sean Connery dedans, Christian Slater qu'on découvre tout jeune. Mmh. Et puis l'histoire, quoi. On est dans un huis clos, on est dans un thriller, mais c'est médiéval. Il y a une enquête policière. Enfin, il y a quand même pas mal de genres qui se mélangent. C'est un film historique, c'est l'apogée de l'Inquisition, c'est plein de choses. Et encore, et puis surtout, c'est la passion de Jean-Jacques Hano, quoi. C'est un gars absolument passionné qui a mis énormément de temps. Puis après, je me suis beaucoup renseigné sur le film et je me suis rendu compte qu'il avait fait voilà, dans la découverte de ce que c'est que le cinéma, je me suis rendu compte que bah, il avait écrit X versions du scénario, donc c'est des choses qu'on apprend, qu'il a mis énormément d'années à monter ce film, etc. Donc voilà, c'est ce que j'ai découvert aussi avec ce film qui m'avait énormément plu, c'est de se dire que derrière, il y a, voilà, ça se fait pas en un claquement de doigts, bien au contraire, et qu'il a, voilà, il a lutté en fait pour pouvoir le tourner et pouvoir le tourner dans les conditions qui le satisfaisaient. Je crois que même le repérage a été voilà, a été un énorme challenge de trouver le lieu dans lequel ça a été tourné. Et je le conseille, c'est un super film au nom de la rose. C'est très très beau, en dehors du fait qu'il est inspiré évidemment d'un roman, d'un énorme roman. Mais en tout cas, la réalisation est top et le film est incroyable et les acteurs sont dingues. D'ailleurs, il y a un type qui est beaucoup moins connu qui s'appelle Ron Pullman qui a un rôle clé dans ce film-là. Alors, il est moins connu de nom, mais dès que vous voyez sa tête, vous verrez absolument de qui je parle parce qu'il a une tête incroyable, voilà, il a un physique hallucinant et ce film est super pour ça, en fait. Alors justement, j'allais rebondir pardon, Ouais, sur Jean-Jacques Hano. ouais. Il en parle formidablement bien dans son livre, dans son autobiographie, là. Et Ron Perlman, qu'il avait déjà fait tourner dans La Guerre du Feu. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est un peu son acteur fétiche aussi, c'est ce C'est qui un peu fait son aussi, laser fétiche extraordinaire. il C'est l'aime lui, beaucoup, oui, ouais. Ouais, dans Nom de la Rose, c'est ouais, c'est incroyable. Salvatore, C'est ça, Salvatore, Salva. El Diavolo. Magnifique. Exactement, ouais, c'est ça. En fait, il parle pas. En fait, son langage est un peu étrange. C'est ça. Et en fait, lui, il a même pas nécessairement de texte tout à fait écrit. Il est plutôt une espèce de grommelot. C'est incroyable, quoi. Il parle latin, italien, français, anglais, tout est mélangé. On comprend pas tout ce qu'il dit, mais il a une présence qui est absolument dingue. Et voilà, il est bien en tout cas dans le cliché qu'on a de l'époque, alors qui est décrié, paraît-il, hein. Le Moyen-Âge, paraît-il, était beaucoup moins glauque que ce que l'on veut bien Bien en dire. dire aujourd'hui, mais je trouve que ça marche. Même si c'est pas aussi glauque qu'on le souhaiterait, ça marche bien. Ça, en tout Et cas, le oui, film et est puis super. et donc ce moine détective joué par le grand Sean Connery qui s'appelle Guillaume de Baskerville. Exactement, c'est ça. Ouais. Non, c'est assez très chouette. C'est un film très chouette. Voilà, et rapidement, en fait, et oui, il y a des films en fait qui m'ont marqué, plutôt parce que c'est finalement des flashs d'enfance, plutôt que un souvenir impérissable de l'histoire, de ce qui se raconte, parce que la sortie au cinéma, c'était un moment, voilà, quand on a 8 10 ans, voilà, c'est quand même énorme le cinéma, c'est une grande salle, c'est un grand écran, voilà, on apprend des choses, on voit des trucs, enfin tout est en plus grand, comme diraient certains grands réalisateurs italiens dont j'ai oublié le nom, mais c'est voir la vie en plus grand. Et du coup, bah, en fait, j'ai deux souvenirs assez précis de sorties de cinéma, justement. Il y a la Gitane de Philippe de Broca, qui est un Mhm. film que plutôt une comédie en fait, hein, avec Claude Brasseur à l'époque, qui est dans sa quarantaine verte. Et puis évidemment Valérie Caprisky, qui est un peu voilà la jolie actrice de l'époque, en tout cas. Et ça marche bien, voilà. Et Avec une puis, musique, alors, excuse-moi, ouais, avec je t'en prie. une musique de Claude Bolling. Voilà. Eh ben, écoute, t'en sais plus que moi à ce Ouais, parce niveau-là. que Claude Bolling était un ami. J'ai reçu son fils dans la première saison, David. Voilà, Excellent, donc je voulais faire un clin d'œil à ce excellent. grand compositeur, ce grand jazzman.
Et bah du coup, on veut peut-être, alors du coup, ça me fait rebondir, Jazzman, il y a un autre film en fait également qui je trouve assez dingue et que lui j'ai revu, c'est Oda Jazz de Bob Fosse. Là, on est dans du lourd. Pour moi, c'est vraiment du rêve. Voilà, c'est la frénésie créatrice du metteur en scène. La scène d'ouverture est juste un chef-d'œuvre incroyable. Moi, ça me donne toujours des frissons. J'ai envie d'être à sa place, en fait. J'aimerais être à la place de cet homme-là. Puis voilà, c'est tout ce qui fait rêver sur Broadway, sur le casting de Broadway, de voir tous ces danseurs sur la scène. Moi, je trouve ça fabuleux et la musique est incroyable. Et puis, euh, et puis, il y en a un autre qui m'a touché aussi. C'est Au revoir les enfants de Louis Malle. Ça, c'est pareil, on est plutôt dans les années 80. Ouais, c'est ça, à la frontière des années 80-90. Et voilà, et là, on est sur un thème qui était peut-être d'ailleurs assez à la mode, entre guillemets, à l'époque, je pense, ce devoir de mémoire dans les années 80 sur la guerre de 40, voilà, sur les enfants, sur la déportation des enfants, etc. Et là, c'était pour moi les salles des Champs-Élysées, des grandes salles, sans doute à l'UGC, un truc énorme, l'UGC Lido même, sans doute. Et puis tout le monde qui a applaudi à la fin du film. Et ce genre de truc qu'on ne revoit que très rarement. La dernière Mm. fois que j'ai entendu les gens applaudir, c'était pour Barbie. Plutôt Oh, d'ailleurs au oui. début, ouais, Ouais, mais ouais, ouais. parce que quelque part, il y avait un parterre de spectateurs complètement conquis d'avance qui venaient voir un concert, en fait, quoi. C'était assez dingue. On avait l'impression d'être dans un concert de rock avec Barbie. C'était incroyable. Mais ouais, pour revenir à Louis Malle, là, on est quand même sur voilà, un film qui vous tire les larmes voilà, et qui parle d'un truc hyper important, tout en délicatesse et tout ça. C'était super bien. Et pour finir, il y en a un qui m'excite encore, c'est Amadeus de Milos Forman. Et Tout à pareil, fait. on est en 84 là, à ce moment-là. Et là, voilà, c'est juste toute la folie de cet acteur qui joue Amadeus. Voilà, c'est du cinéma grand spectacle quelque part, quoi. Si on revient à celui dont je parlais tout à l'heure de Jean-Jacques Hano, à celui-ci, on est encore dans l'histoire, dans le costume, et on est dans le grand spectacle cinéma. Et moi, je pense que s'il y a quelque chose qui m'a donné envie et puis Old Jazz, c'est pareil, de faire du cinéma, c'est bien cette idée du grand spectacle, en fait. C'est qu'on en prend plein la tête pendant 1 heure et demie ou 2 heures, et à la fin, on ressort et on est rempli d'un truc voilà, qui nous a submergés, quoi. Et c'est ce que je trouve Mm. beau dans le spectacle en général et dans le cinéma en particulier, parce qu'il permet peut-être de l'offrir davantage que... non, mais que non, pas que le théâtre d'ailleurs. Après, ça dépend de la salle du théâtre, ça dépend de la pièce, mais oui, après, on pourrait parler de théâtre aussi. Mais en tout cas, dans le cinéma, moi, c'est ce que j'aime, c'est ça, c'est que quand on en prend plein la tête et que c'est du grand spectacle et que ça n'empêche pas l'intimité, en fait, voilà, d'avoir un rapport intime avec les personnages. Voilà. Mhm. Quel est ton film référence, ton film coup de cœur, celui qui a déclenché ta passion pour le cinéma? C'est compliqué d'en choisir un seul, mais c'est vrai qu'en général, quand j'essaie de me définir, il y a un film qui revient beaucoup. Je suis pas du tout original. Tout à l'heure, je te disais que j'ai été élevé à la télé, donc c'est vrai que je suis élevé, j'étais un peu biberonné au cinéma de minuit, la dernière séance, Bienvenue au le club, Ciné Club, voilà, hein, bien quand on a sûr, bien 50 entendu. ans, c'est des émissions de référence. Et bah, moi, je parle souvent de Laurence d'Arabie. Enfin, c'est un film un peu mystique, mais après, il y en aurait deux, trois autour. C'est-à-dire que je pense que c'est un film somme. Ce qui me pose problème, parce que moi, j'ai distribué beaucoup de films avec plein de personnages féminins importants. Là, pour le cas, il n'y en a pas beaucoup. Mais enfin, je trouve que c'est un film qui mélange la grande et la petite histoire. Je pense que c'est ce qu'a toujours fait David Lean dans quasiment tous ses films, assez souvent. Et tu vois, comme on parle aussi de Mon nom est personne, de Morricone, du magnétoscope, de la télé, moi, il y a un film qui me vient aussi tout de suite, et puis on parlait tout à l'heure de Clint Eastwood, juste derrière aussi, c'est par exemple Le Bon, la Brute et le Truand, je pense. Voilà, c'est des films sur lesquels on prend du plaisir et qui plaisent à n'importe quel âge, quoi, et qui sont des films un peu fédérateurs. Et aussi, je pense qu'il y en avait un autre, enfin celui qui vient aussi, le premier à l'esprit, je ne suis pas du tout original non plus, c'est La mort aux trousses. C'est des Ah oui, films magnifique. qu'on découvre à la télé et après qui te pluent, quoi. C'est des sommets, quoi. Ben, c'est bien, ça fait un beau trio quand même. Lynn, Léon, Hitchcock. Et après, moi, alors souvent aussi, ce que j'aime bien dire, c'est que mes films fétiches ou mon cinéma de prédilection, il va de David Lean à David Lynch.
C'est Ah que oui, plus tard, tout à l'heure, tu parlais de mes études, je m'étais inscrit à Paris 3 et je devais faire une maîtrise sur David Lynch que j'ai jamais faite. Parce qu'il y a une année où j'ai été complètement secoué en découvrant, alors bien après sa sortie, Blue Velvet, oui. et 6 mois après, j'étais encore étudiant, j'allais à mon premier festival de Cannes, et la Palme d'Or, c'était Sailor et Lula. C'est Ah vrai oui. qu'en moins de 6 mois, j'ai découvert 2 films, et moi, enfin vraiment, ça m'a secoué la tête, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces films, quoi? Enfin, ça m'avait vraiment marqué. Et David Lynch, c'est quelqu'un que j'ai suivi toujours, et c'est un auteur prodigieux, quoi, qui marque, je pense, plein de générations de cinéphiles. Quel est votre film référence? Votre film coup de cœur, celui qui a déclenché votre passion pour le cinéma? Je ne sais pas s'il y a eu un moment où je me suis dit tout à coup, ah ben c'est ça que je veux faire. Mais ce dont je me souviens surtout, c'est que j'avais une grand-mère très particulière, hongroise, euh, qui était très permissive et qui m'a amené voir J'irai cracher sur vos tombes, d'après le roman de Boris Vian, au cinéma Le Déjazet, c'est-à-dire à côté de chez moi, Ah oui? hein, car j'ai toujours habité ce quartier étant petite et maintenant grande. Je n'ai pas bougé de quartier et donc j'avais 12 ans. Or, le film était interdit aux moins de 16. Mais comme j'étais grande pour mon âge, bon, ça a passé, je ne sais pas, la caissière ne devait pas être très regardante. Et je me souviens de la scène d'amour sous l'eau dans une piscine. Je n'ai jamais revu le film parce que je ne veux pas abîmer mes souvenirs, mais je me souviens que cette scène m'a marquée au point que je l'ai toujours en tête et que probablement ça agit sur mes émotions. Et en tout cas, malgré que le film était interdit aux moins de 16, que évidemment ça m'a bouleversée de voir cette scène d'amour, etc., je n'en suis pas restée traumatisée. Donc, ça c'est pour sans doute le premier film que j'ai vu à 12 ans, mais il y a un film aussi qui m'a marqué évidemment, c'est Ben-Hur, que nous étions allés voir en famille, et je suis tombée amoureuse de Charlton Heston. Et donc, pendant toute une partie de ma vie, j'ai cherché mon Charlton Heston. Quel est votre film référence? Votre film coup de cœur, celui qui a déclenché votre passion pour le cinéma? Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure du cuirassé Potemkin, mais... Non, le cuirassé Potemkin, c'est ce qui déclenche la cinéphilie. Tout d'un coup, je prends le cinéma au sérieux. Alors après, c'est très 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 compliqué parce que je pense que les films ne changent pas, mais le monde autour change. Donc il y a des films qui durent, et des films qui ne durent pas, et c'est pas forcément ce qu'on avait prévu. Alors je peux vous parler de grandes émotions perdues. Comme Ben-Hur. Ben-Hur, ça m'avait bouleversé quand j'étais enfant, je l'ai revu. C'est pas mal, mais c'est pas si bien. C'est un peu très prêchi-prêcha, et puis c'est une mise en scène finalement, à part la course de char, qui n'est pas de Wyler, où on ne reconnaît pas Wyler. Donc Laurence d'Arabie, ça m'a absolument foutu par terre. Et ça, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et j'ai découvert des miracles que je n'avais pas soupçonnés. C'est-à-dire qu'en fait, ça repose sur un immense scénario, qui n'est pas ce à quoi on pense. Quand on songe à Laurence d'Arabie, on pense à des bédouins sur des dromadaires qui s'entretuent. Et en fait, il y a un scénario absolument inouï sur le plan de la couverture politique et l'évolution des choses. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y avait une tradition familiale à l'époque où ça passait pas à la télé, qui était tous les 3 ans, on allait voir Retourner en porte-le-vent avec ma mère et ma tante. Ça m'a passé. Mes coups de cœur en marche arrière, parce que c'est toujours vrai. Il y a un film, lorsqu'il passe à la télévision, que je tombe dessus, quelle que soit la minute du film où j'arrive, je ne suis incapable de le lâcher jusqu'au bout. C'est Quai des Orfèvres. Il y avait aussi une grande tradition familiale, c'était quand ça passait à la télévision, c'était un film qui fait qu'on avait le droit de le regarder en entier jusque tard,
même s'il y avait école le lendemain, c'était Les Enfants du Paradis. Je me procurais la version restaurée, qu'on n'a jamais vue à l'époque. On voyait que des trucs rayés, pourris. C'est sublime, j'ai revu il n'y a pas longtemps pour Filmo. C'est à chaque fois, alors c'est des films dans lesquels à chaque fois on trouve des niveaux de lecture supplémentaires, des niveaux d'émotion supplémentaires, des niveaux de subtilité auxquels on n'aurait pas songé. Donc c'est ça les films références. Alors est-ce qu'il y a du français là-dedans? Oui, il y a du français, il y en a au moins 2. Oui. Mais par exemple, vous voyez, quand j'étais môme à 7 ans, j'étais bouleversé par Alamo. Je finis par le revoir. Déjà, c'est interminable. Toute la première partie, j'ai regardé en VO, puis j'ai regardé la version doublée que j'avais dû voir quand j'étais enfant. Ça raconte pas la même chose, puisqu'il y a une histoire d'accent qui disparaît, il y a des jeux de mots qui ne sont plus là. Qu'est-ce qu'on regarde? On est là, on regarde John Wayne en costume civil. Enfin, il y avait quand même un truc, c'est que Davy Crockett mourait. Et ça, c'était assez douloureux. Ça, c'était terrible. Ça, c'était terrible. C'est terrible. Oui, ouais. Déjà, quand moi, je me souviens d'avoir écouté la cassette, l'histoire racontée à la fin, David Crockett meurt. Non, il ne peut pas mourir. Mais non, ça, non.